Le 13 février 2018 était une belle journée à San Francisco, sur la côte ouest des États-Unis. La visibilité dépassait largement 10 miles. Il y avait à peine quelques nuages et seulement de faibles vents, en d'autres termes, une journée parfaite pour voler. C'est exactement ce que pensait le commandant de bord Christophe Benham alors qu'il se dirigeait vers l'aéroport de San Francisco ce matin-là. C'était un commandant de bord de 57 ans, grand et distingué, fier de ses origines iraniennes, qui, tout comme moi, rêvait de devenir pilote de ligne depuis qu'il était petit garçon. Son travail acharné et sa détermination lui ont permis d'atteindre son objectif et de gravir les échelons chez United Airlines, au point où il était enfin devenu commandant de bord et instructeur sur le puissant Boeing 777. Au moment de ce vol, il avait accumulé un peu plus de 13 600 heures de vol au total et, au cours de sa carrière, il avait piloté presque tous les gros Boeing, y compris le 737, le 747, le 757, le 767 et maintenant le Boeing 777, sur lequel il était alors relativement novice, avec seulement 360 heures de vol à son actif. Il était particulièrement de bonne humeur ce matin car il volait vers Honolulu à Hawaï, qui était l'une de ses destinations préférées. Une route qu'il avait maintes fois parcourue durant sa carrière et avec laquelle il était très familier. En entrant dans la salle d'équipage, il retrouva vite son collègue, le copilote Paul Ayers, avec qui il n'avait jamais volé avant ce vol. Paul avait 60 ans et était également très expérimenté. Il totalisait un peu plus de 11 300 heures de vol, dont environ 10 000 effectuées sur le 777. Mais ce n'était que son deuxième vol de San Francisco à Honolulu, car il était normalement basé à Washington District de Columbia. Les deux pilotes ont trouvé très facile de communiquer entre eux et ils ont rapidement commencé à consulter leur documentation de briefing avant vol. Et la météo s'annonçait excellente pour tout le vol, avec seulement quelques nuages prévus au-dessus d'Honolulu à la fin du trajet, mais tout restait largement dans les limites prévues par la planification. Après la vérification avant vol, ils ont commandé le carburant et informé l'équipage de cabine du déroulement du vol. Le vol devait durer environ 4 heures et 40 minutes, avec seulement quelques turbulences occasionnelles prévues pour les 364 passagers. Une fois les questions posées et l'équipage prêt, tous se sont dirigés vers la porte d'embarquement où leur 777 les attendait. C'était une machine impressionnante, achetée neuve par United il y a 23 ans. Elle baignait à présent sous le soleil alors que diverses opérations de restauration et de ravitaillement en carburant se déroulaient alentour. Le Boeing 777 est un avion absolument incroyable. Si vous avez déjà observé de près un de ces animaux, une chose vous marquera à coup sûr, je vous le garantis. Ce sont ces deux moteurs gigantesques. Ces moteurs vont jouer un rôle central dans cette histoire. Donc avant de continuer, je voudrais vous en dire un peu plus à leur sujet. Les moteurs Pratt & Whitney 4077 ont un diamètre de soufflante de 112 pouces, soit 2,8 mètres, ce qui signifie que le diamètre extérieur du carénage de la soufflante est presque aussi large que le fuselage du Boeing 737 que je pilote. Ces énormes moteurs sont l'une des principales raisons de la popularité de cet avion de ligne. Parce qu'en général, plus le diamètre de la soufflante du moteur est grand, plus l'ensemble du moteur est efficace. Et pourquoi donc ? Eh bien, ce qui propulse un avion vers l'avant, c'est essentiellement la force de réaction créée en aspirant l'air à l'avant des moteurs, puis en l'accélérant vers l'arrière. Si nous voulons augmenter cette force, nous devons soit accélérer beaucoup la même quantité d'air, soit accélérer un plus grand volume d'air un peu moins. À mesure que la technologie des moteurs à réaction a mûri, il est devenu évident que la seconde option est bien plus économe en carburant. C'est pourquoi nous voyons constamment des moteurs de plus en plus gros être créés, car des turbines plus grandes augmentent le taux de dilution, c'est-à-dire la quantité d'air qui contourne le cœur du moteur, et donc la masse totale d'air accélérée. Mais rendre les moteurs plus gros présente aussi certains inconvénients. À mesure que les moteurs grossissent, tous les composants associés deviennent également plus grands, ce qui signifie un poids nettement plus élevé. Et à un certain moment, cette augmentation de poids dépassera l'amélioration des performances apportées par un réacteur plus grand, ce qui signifie que le moteur aura alors atteint sa taille maximale. Pour contrer cela, les fabricants de moteurs travaillent constamment sur de nouveaux concepts permettant d'alléger les composants et ainsi de rendre les moteurs encore plus grands. Dans le cas des moteurs de la série PV4000, l'une des stratégies utilisées pour y parvenir a été d'évider les pales du réacteur en alliage de titane, créant ainsi des chambres creuses à l'intérieur de celle-ci.
Évidemment, cela a réduit considérablement le poids des pales individuelles du réacteur de 101 cm de long, mais cela a également introduit un problème. Puisque ces pales allaient être soumises à des forces incroyables au cours de leur durée de vie, il fallait trouver un moyen de les inspecter régulièrement afin de s'assurer qu'aucune fissure de fatigue n'apparaissait. Maintenant, si la pale est pleine, c'est relativement facile, mais s'il y a des chambres creuses à l'intérieur, cela devient beaucoup plus compliqué à faire. Pratt Whitney en était évidemment conscient et travaillait sur différentes méthodes pour effectuer ces inspections depuis l'introduction des moteurs en 1984. Au départ, ils utilisaient de la technologie des ultrasons et des rayons X, mais en 2005, ils ont trouvé une nouvelle solution appelée imagerie thermoacoustique. Le fonctionnement utilisait l'énergie sonore pour créer des vibrations dans le matériau de la pale du réacteur. Et s'il y avait une fissure présente, les surfaces à l'intérieur de cette fissure commenceraient alors à frotter l'une contre l'autre, créant un signal thermique qui pouvait être détecté à l'aide d'un capteur thermique. C'était une idée brillante et relativement simple comparée à d'autres techniques, donc Pratt et Whitney l'a rapidement déployée à grande échelle. Et après cela, uniquement s'il y avait une indication positive sur le TAI, la pale serait envoyée pour des essais non destructifs supplémentaires à l'aide d'autres technologies. Mais comme le TAI était considéré comme une technologie nouvelle et émergente, il n'y avait au départ aucun programme de formation et de certification défini pour les inspecteurs qui allaient l'utiliser. Et il y avait beaucoup de pales de soufflantes qui devaient être inspectées. Les pales qui étaient installées sur l'avion dans cette histoire avaient subi des inspections TAI en 2010 et en 2015. Et les inspecteurs avaient remarqué quelque chose d'un peu étrange sur l'une des pales, mais ils l'avaient attribué à un problème avec la couche de peinture recouvrant cette pale. Maintenant, vous pourriez demander à quoi sert ce contrôle si les anomalies sont écartées sans investigation supplémentaire. Et c'est un point tout à fait valable. Mais tout devient un peu plus clair quand on repense au manque de formation que j'ai mentionné plus tôt. Vous voyez, lors d'inspections similaires utilisant d'autres technologies, la formation minimale requise était de 40 heures en salle de classe, suivie de 1200 heures de formation pratique. Mais les inspecteurs qui s'occupaient des inspections de ces aubes de soufflantes concernées n'avaient reçu qu'un total de 40 heures de formation pratique. C'est tout. Il y avait eu plus de formations proposées, mais malheureusement, l'inspecteur concerné n'avait pas pu y assister car il devait rattraper un énorme retard d'inspection à ce moment-là. Et il y avait aussi d'autres facteurs, comme le fait que les inspections se déroulaient dans une pièce où beaucoup de soleil entrait régulièrement, ce qui pouvait créer des images fantômes sur les scans thermiques, rendant les évaluations encore plus difficiles à interpréter. Et tous ces facteurs réunis avaient permis à une pale de soufflante numéro 11 sur ce moteur numéro 2 de l'avion de développer une toute petite fissure à l'intérieur de l'alésage près de la racine de la pale. Cette fissure était totalement impossible à voir à l'œil nu, mais elle continuait de grandir à chaque cycle de fonctionnement du moteur. Néanmoins, quand les pilotes avaient déposé leur sac dans le cockpit, le commandant de bord a vérifié le carnet technique et n'a trouvé aucun problème technique récent signalé pour l'appareil. Après cela, il était temps de commencer l'inspection pré-vol qui, chez United Airlines, est toujours effectuée par le copilote. Il est donc sorti pour effectuer son inspection habituelle dans le sens des aiguilles d'une montre, vérifiant que tous les capuchons des sondes avaient été retirés, qu'il n'y avait aucune fuite, aucune trace d'impact d'oiseau ni aucun autre dommage sur l'un des composants. Et il a passé pas mal de temps à vérifier chaque moteur pour s'assurer que les énormes pales du réacteur n'avaient subi aucun dommage. Même de petits dommages peuvent causer des vibrations et une perte de poussée. C'est donc un point auquel nous, les pilotes, portons une grande attention. Mais tout semblant normal, il a fini sa visite pré-vol, puis est retourné dans le cockpit pour finir de préparer le vol. Lorsque les pilotes sont arrivés à l'avion, ils ont également été rejoints par un autre collègue, le copilote Ed Gagarin, qui voulait demander s'il pouvait rentrer avec eux à Honolulu. Il venait de finir son service et avait hâte de rentrer pour ses jours de congé. Mais il avait aussi vu que le vol était presque complet, alors il a demandé s'il y avait une chance qu'il puisse rejoindre les pilotes dans le cockpit. Le commandant Benham l'a accueilli chaleureusement, plaisantant que s'il s'asseyait devant, il devrait peut-être aussi travailler un peu. Et ils ont tous les deux ri, sans savoir à quel point cela allait réellement s'avérer vrai. Ed a également mentionné qu'il venait tout juste de terminer sa formation en ligne. Et c'est un fait qui va bientôt jouer un rôle très important dans cette histoire.
Pendant que le copilote Paul effectuait sa visite pré-vol, le commandant de bord Benham poursuivait les préparatifs de l'avion pour le départ, afin qu'à son retour dans le cockpit, il puisse aussitôt commencer le briefing et se préparer au décollage. À ce moment-là, le commandant de bord Benham a demandé à Paul sa préférence concernant le pilote en fonction pour ce tronçon, et Paul a répondu. Il désirait le faire pour acquérir de l'expérience sur cette route. C'est donc leur décision. Et bientôt, la chef de cabine a passé la tête dans le cockpit et leur a indiqué que tous les passagers étaient embarqués et que l'équipage était prêt à partir. Cela signifiait qu'il y avait désormais 363 passagers et 15 membres d'équipage à bord de l'avion. Les pilotes ont terminé leur dernière vérification et leur briefing pour décoller de la piste 28 gauche. Peu après, le copilote Paul a demandé le pushback depuis la position 80. Ils ont démarré leur moteur puis ont roulé vers le point d'attente de la piste. Tous les contrôles ont été effectués normalement, sans anomalie. Ainsi, à 9h38 du Pacifique, après un roulage éprouvant de 38 minutes, le copilote Paul a enfin avancé les manettes de poussée pour le décollage, et le géant Boeing 777 a commencé à accélérer sur la piste. Le décollage et la montée initiale se sont déroulés sans aucun incident, et une fois le train d'atterrissage et les volets rentrés, le vol a rapidement reçu l'autorisation de rejoindre sa route océanique vers Honolulu, qui est en fait l'une des plus longues routes sans interruption au-dessus de l'eau au monde. Il existe d'autres routes qui sont plus longues, mais elles disposent toutes d'aéroports de dégagement sur des îles le long du trajet, tandis que la portion entre San Francisco et Honolulu se fait uniquement au-dessus de l'eau. L'avion a atteint son altitude de croisière finale de 38 000 pieds au niveau de vol 380. Une fois là-haut, l'équipage a commencé à remplir sa paperasse. Puis ils ont bavardé un peu entre eux à propos de leurs expériences passées et des projets qu'ils avaient pour la semaine à venir. Les 3 premières heures et demie du vol se sont déroulées normalement, avec seulement des rapports de position, des vérifications de carburant et des messages Aircraft Communication Addressing and Reporting System sur la météo et le vent. Et le commandant de bord Benham a plaisanté sur le fait qu'il avait volé à Honolulu d'innombrables fois au cours de sa carrière jusqu'à présent. Mais il n'avait jamais vu une couche nuageuse continue s'étendre de 2000 à 33 000 pieds au-dessus des îles, comme il s'apprêtait à le constater. Bientôt, ils sont entrés dans une zone de turbulence légère à modérée et ont donc demandé au contrôleur aérien d'Honolulu s'il pouvait descendre de 2000 pieds jusqu'au niveau de vol 360 afin d'essayer d'en sortir. Cela a été approuvé et le copilote Paul l'a réglé sur le panneau de contrôle de mode et a laissé le pilote automatique initier une descente de croisière comme il l'avait fait des milliers de fois auparavant. Il se trouvait alors à environ 200 milles nautiques au nord-est d'Honolulu, avec environ 40 minutes de vol restantes, lorsque la fissure dans l'aube de soufflante numéro 11 avait atteint le point de non-retour. En une milliseconde, l'immense aube de soufflante s'est détachée net à environ 3,5 cm au-dessus de sa racine. Elle a été projetée vers l'extérieur avec une force incroyable et a presque immédiatement percuté l'aube voisine qui s'est également brisée et est entrée à l'intérieur du cœur du moteur, provoquant encore plus de chaos à l'intérieur. L'aube de soufflante numéro 11 a alors commencé à avancer à l'intérieur du carter de protection. Quand elle a heurté les bords, elle a généré de nombreuses ondes de choc à haute énergie, ce qui a finalement dépassé les spécifications certifiées du carter interne avant ainsi que du capot moteur. Cela signifiait que ces pièces ont rapidement cédé et ont ensuite été immédiatement arrachées du moteur. Ceci est connu sous le nom d'événement Fanblade Out, et c'est quelque chose que les moteurs sont testés pour pouvoir supporter lors de la certification. Le carter de protection entourant directement les pales est fabriqué en Kevlar extrêmement résistant, mais le carter avant et le capot moteur aérodynamique ne le sont pas. Il s'est avéré plus tard que certaines parties de l'entrée du moteur utilisées lors des tests de certification avaient été fabriquées en aluminium, qui avait une plus grande capacité à fléchir et à se déformer que le polymère renforcé de fibres de carbone. Cette partie a finalement été utilisée en production. Cela s'est avéré être l'une des raisons de la destruction rapide des parties avant, tandis que l'enveloppe en Kevlar est en fait restée relativement intacte. Mais lorsque ces parties avant du moteur ont disparu, des morceaux de la pale du réacteur qui tournaient encore vers l'avant ont réussi à s'échapper de l'enveloppe et ont été projetés directement sur le côté de l'avion. Mais par un incroyable coup de chance, ils ont percuté le fuselage exactement à l'endroit où se trouvait un raidisseur, une pièce structurelle du fuselage, juste en dessous de l'un des hublots passagers. Cela signifiait que le fragment de pale n'a pas percé la cabine, ce qui aurait pu être catastrophique pour le passager assis à côté.
Et, pire encore, cela aurait provoqué une dépressurisation immédiate de l'avion. Heureusement, cela ne s'est pas produit, mais dans le poste de pilotage, les pilotes ignoraient complètement ce qui avait endommagé leur avion. Ils n'ont entendu qu'une énorme explosion, puis ils ont eu l'impression que l'avion avait littéralement percuté un mur de briques. La décélération était si brutale que le commandant de bord Benham et le copilote Ayers ont failli se cogner la tête contre leur écran anti-éblouissement. Et en 1 seconde et demie, l'avion s'est brusquement incliné à 45 degrés sur la droite, tout en effectuant également un fort lacet dans la même direction. C'était extrêmement désorientant, car tout s'est produit très rapidement, littéralement sans prévenir et sans aucun signe avant-coureur. 1 seconde avant, ils volaient tranquillement, puis leur avion a basculé brutalement sur son aile droite et s'est mis à trembler comme s'il allait se disloquer. Le commandant Benham, en tant que commandant instructeur, a immédiatement saisi la gravité de la situation et a annoncé « J'ai les commandes ». Il a saisi le manche à balai alors que le pilote automatique et l'automanette se désengageaient tous les deux, puis il a jeté un coup d'œil sur ses écrans moteurs pour confirmer ce qu'il pensait être une panne moteur catastrophique. Lorsqu'il a fait cela, il a vu, à sa grande surprise, que les instruments moteurs affichaient tous des valeurs parfaitement normales. Alors il a demandé « Que s'est-il passé ?» Pour identifier la panne, il a demandé de l'aide au copilote Paul Ayer, qui a simplement répondu « Je ne sais pas, les instruments moteurs sont normaux ». Du coin de l'œil, le commandant de bord Benham remarqua également que la vitesse indiquée, qui était encore il y a quelques secondes stable à Mach 0,83, commençait maintenant à diminuer rapidement. Et il savait qu'il avait désormais très peu de temps pour réagir. Quelle que soit la cause, cela venait du côté droit, car l'avion effectuait à la fois un lacet et un roulis dans cette direction. Il appuya donc instinctivement sur la gouverne de direction à gauche et appliqua doucement les ailerons au maximum vers la gauche. Tout ce à quoi il pensait, c'était d'essayer de garder le côté bleu vers le haut sur son écran principal de vol, tout en poussant également la manette de poussée gauche à fond vers l'avant, pour obtenir autant de poussée que possible afin de ralentir la décélération. À ces altitudes, il est très important de ne pas bouger les commandes trop rapidement, car cela peut provoquer la formation d'ondes de choc Mach. Et le fait que l'avion était déjà incliné à 45 degrés signifiait qu'il subissait déjà des forces G supérieures à la normale, ce qui augmente également la vitesse de décrochage de l'avion. Ed, le copilote assis sur le strapontin, a alors lancé « Peut-être que nous avons eu une collision en vol ». Cela expliquerait certainement l'explosion, les vibrations extrêmes et la perte soudaine des commandes qu'ils étaient en train de vivre. Mais ils étaient à 36 000 pieds et n'avaient rien vu sur leur système d'alerte de trafic et d'évitement de collision. Personne ne devrait se trouver à plus de 18 000 pieds d'altitude. C'est tout simplement inhabituel. Aux États-Unis, tout l'espace aérien est contrôlé avec l'utilisation obligatoire du transpondeur. Donc s'il y avait eu quelqu'un d'autre là-haut, ils auraient dû le voir. Malgré les déviations maximales sur la gouverne et l'aileron, le 777 endommagé a lentement retrouvé une position ailes à plat, mais la vitesse continuait de baisser. Tout cela, à l'exception des indications moteurs étranges, était typique d'une panne moteur sévère. Et le commandant Benham savait que si c'était le cas, l'avion ne pourrait pas maintenir son altitude très longtemps. Un avion à réaction bimoteur peut, selon le type et le poids, normalement maintenir une altitude d'environ 21 à 24 000 pieds sur un seul moteur. Mais jamais 36 000. Cela signifiait qu'il devait commencer à descendre immédiatement, sinon l'avion allait bientôt décrocher et il risquait de perdre complètement le contrôle. En plus de tout cela, il tremblait maintenant tellement que les pilotes avaient du mal à focaliser leurs yeux suffisamment pour voir leurs instruments devant eux et atteindre des commandes précises. Et pendant ce temps, cela se produisait. Un bruit écœurant de métal tordu se faisait entendre derrière eux, un son similaire à celui que l'on entendrait dans un sous-marin en train de couler lorsque la pression commence à l'écraser. 35 secondes après le début de ce cauchemar, les instruments moteurs du moteur droit ont soudainement commencé à s'éteindre un par un. Ce qui s'était réellement passé, c'est que tout le système EEC, l'ordinateur chargé de transmettre les valeurs aux instruments moteurs, avait été arraché lorsque le capot moteur s'est détaché. Ainsi, ce que les pilotes voyaient n'était en réalité que les dernières valeurs transmises par le moteur avant la panne, qui étaient restées affichées dans la mémoire de l'écran faute d'autres entrées. Cela a finalement confirmé à l'équipage qu'ils étaient bien confrontés à un type de dommage grave sur le moteur droit. Le commandant Benham a donc demandé au copilote Paul de commencer à exécuter la checklist de dommages graves au moteur depuis leur Electronic Checklist, la checklist électronique. Dans d'autres avions, comme le Boeing 737 que je pilote,
Ce type de panne comprend ce qu'on appelle des éléments de mémoire, c'est-à-dire des actions qui doivent être effectuées de mémoire sans se référer à une checklist. Mais dans le 777, cela devait plutôt être fait à partir de leur checklist électronique interne dans leur système d'alerte de trafic et d'évitement de collision. Mais le problème maintenant était que l'avion tremblait tellement que le copilote ne pouvait tout simplement pas atteindre le système d'alerte de trafic et d'évitement de collision pour l'utiliser. Et c'est là que l'expérience entre à nouveau en jeu. Les deux pilotes avaient déjà utilisé des items mémoriels sur d'autres avions, leur permettant de les exécuter de mémoire. Donc Paul a commencé à lire « Auto-throttle, confirmer, couper, couper, levier de poussée du moteur, confirmer, fermer, fermer, levier de démarrage du moteur, confirmer, couper, couper ». Les trois pilotes se sont assurés de ne pas précipiter ces étapes, car des accidents précédents leur avaient appris qu'il était très facile de mal identifier une panne de ce type et de finir par couper le mauvais moteur. Une fois ces actions terminées, les vibrations ont légèrement diminué, mais restaient très fortes. Ils ont donc tous convenu d'ajouter un point à la checklist. Actionner le bouton d'extinction incendie du moteur. Cette étape permettrait d'isoler complètement le moteur droit et de couper tout son carburant, son huile et son hydraulique. Alors ils se sont regardés. Manche à balai numéro 2, poignée incendie confirmée, tirer, confirmé, et ils l'ont tiré. Une fois cette étape effectuée, les vibrations ont enfin diminué, passant d'environ 15 sur une échelle de 1 à 10 à environ 7. C'était toujours très mauvais, terrifiant pour les passagers, mais désormais au moins gérable. Utiliser leur système d'alerte de trafic et d'évitement de collision et leur checklist électronique restait très difficile. Alors à la place, Ed sur le strapontin sortait son iPad et parcourait la checklist à voix haute. Rappelez-vous, il venait tout juste de terminer sa formation et il était donc vraiment familier avec toutes ces checklists grâce à son récent passage au simulateur. Et cela s'est avéré être d'une grande aide. Ici, il est pertinent d'examiner la répartition des rôles au sein de cet équipage. Le commandant de bord, Benham, pilotait toujours manuellement l'avion. Malgré une légère réduction de l'utilisation de l'aileron et de la gouverne de direction, il en employait encore beaucoup, mobilisant presque toute sa capacité pour maintenir l'avion stable et à peu près à l'horizontale. À cause de cela, il a pleinement tiré parti de toutes les ressources disponibles dans le cockpit, y compris son collègue Ed assis sur le strapontin, qui avait pour mission d'aider le copilote Paul pour tout ce dont il avait besoin, y compris les checklists, les calculs de performance et la surveillance générale. Le commandant de bord, Benham, a clairement indiqué qu'il avait une capacité très limitée pour superviser la gestion des checklists, ce qu'il ferait normalement. Il se concentrait donc sur le pilotage et continuerait à le faire aussi longtemps que nécessaire. En étant très clair à ce sujet et en déléguant efficacement, l'équipage a pu maîtriser une défaillance catastrophique en un temps très court. Ceci constitue un excellent exemple de la façon dont la gestion des ressources de l'équipage doit fonctionner, ainsi qu'un grand respect de la règle d'or de l'aviation: piloter, naviguer, communiquer. Cela signifiait que l'étape suivante était de naviguer et de communiquer. Le commandant de bord Benham a demandé à Ed s'il pouvait signaler l'urgence aux contrôleurs aériens et les informer qu'ils étaient en train de descendre. Ed s'est immédiatement exécuté et a lancé un Mayday au contrôle d'Honolulu, leur annonçant que le vol United Airlines 175 subissait un type de dommage grave et qu'ils devaient se diriger directement vers l'aéroport tout en continuant leur descente. Un long silence du contrôleur aérien a suivi. Le contrôleur aérien a mis du temps à réaliser la gravité de ce qu'il venait d'entendre. Il est finalement revenu à la radio en disant « Répétez » pour s'assurer que c'était réel. Mais il a vite repris son calme et a demandé à l'équipage le nombre de personnes présentes et le carburant restant. Ces questions types sont essentielles pour préparer les services de secours à un scénario catastrophe potentiel et sont presque toujours posées dans une telle situation. Et Ed lui a donné ces informations, mais après cela, les trois pilotes se sont simplement regardés pendant quelques secondes. Ils venaient de réaliser ce qui venait de se passer. Il y avait plus de 350 personnes à bord de ce vol, des familles entières, peut-être même des villages entiers, dont la vie allait probablement affecter des milliers d'autres personnes. Ils devaient simplement poser cet avion en toute sécurité au sol. D'habitude, je déconseille de laisser les émotions interférer lorsqu'on fait face à des urgences soudaines et complexes, car en général, il vaut mieux s'appuyer sur les procédures apprises et les modèles de prise de décision. Les émotions ont tendance à augmenter le stress à un niveau où il devient très difficile de prendre des décisions efficaces.
Mais dans ce cas, cela semble avoir servi de catalyseur pour que l'équipage maintienne une concentration encore plus élevée. En descente, le commandant Benham a demandé à son copilote de calculer la vitesse et l'altitude optimale pour une descente en dérive. C'est une technique utilisée pour maximiser le temps en haute altitude et étendre le rayon d'action au maximum. Pendant que Paul calculait les valeurs, ils ont aussi vite déterminé que le meilleur aéroport pour atterrir serait Honolulu, leur destination. Mais il restait encore environ 200 milles nautiques à parcourir et ils n'avaient aucune idée de l'ampleur des dégâts sur leur avion ni combien de temps ils tiendraient le coup. Cela signifiait qu'ils allaient devoir descendre doucement en planant pour s'assurer de ne pas aggraver les dégâts et aussi pour maximiser leurs chances d'atteindre réellement l'aéroport. Le commandant de bord Benham avait déjà poussé à fond le moteur gauche restant lors de l'explosion. C'est une action normalement réservée aux circonstances extrêmes, comme lors d'une manœuvre d'évitement de terrain. En procédant ainsi, nous maintenons la poussée maximale sur une courte durée pour préserver le moteur. Mais le commandant de bord Benham sentait maintenant qu'il avait besoin de toute la poussée possible pour garder l'avion sous contrôle. Le moteur a été laissé à pleine poussée, manette au maximum. Le copilote Paul a rapidement déterminé que la meilleure vitesse et altitude pour une descente en dérive serait de 230 nœuds et 23 000 pieds. En ralentissant à cette vitesse avec la poussée maximale, cela permettrait à l'avion de descendre avec la vitesse verticale la plus faible possible. Mais lorsque le commandant de bord Benham a commencé à ralentir l'avion et que la vitesse est revenue vers 245 nœuds, l'avion s'est soudainement mis à trembler encore plus. Peu après, le vibreur de manche s'est aussi déclenché. Ils étaient sur le point de décrocher. Cela n'aurait pas dû arriver si vite, mais c'était bien en train de se produire. Et tous les pilotes apprennent que la seule façon de sortir d'un décrochage imminent est de réduire immédiatement l'angle d'attaque. Le commandant de bord Benham a réagi instinctivement en baissant immédiatement le nez de l'avion. Mais cela a fait monter la vitesse verticale jusqu'à 3000 à 4000 pieds par minute. Et si ce taux de descente devait se poursuivre, l'avion toucherait l'eau bien avant d'atteindre Honolulu. Que se passait-il ici? Pourquoi l'avion décrochait-il à une vitesse aussi élevée, alors que les tables de descente indiquaient une vitesse encore plus basse à adopter? Ces tables ont été calculées en considérant les performances sur un seul moteur, mais avec le moteur hors service encore intact. L'équipage faisait face à un moteur gravement endommagé, dépourvu de la plupart de ses carénages aérodynamiques. Ceux-ci servent à guider l'air en douceur le long du capot moteur puis au-dessus de l'aile. Cela signifiait que l'écoulement de l'air était désormais fortement perturbé au-dessus de l'aile droite, ce qui réduisait la portance que cette aile pouvait produire. C'est en fait ce qui avait provoqué ce roulis rapide vers la droite au moment de l'explosion. Et cela provoquait également la vitesse de décrochage beaucoup plus élevée sur cette aile qu'ils étaient en train de constater. Mais les pilotes n'en avaient toujours aucune idée. Le Boeing 777 ne dispose d'aucune caméra externe accessible depuis le poste de pilotage. Ainsi, tout en stabilisant l'avion à une vitesse légèrement supérieure, autour de 245 à 255 nœuds, le commandant de bord Benham prit alors une autre décision. Il demanda à Ed, le copilote en strapontin, de traverser la cabine pour observer l'état du moteur et de revenir lui faire un compte-rendu. Ed acquiesça et commença immédiatement à se diriger vers le milieu de l'avion, près des ailes. Et quelques minutes plus tard, il revint avec une vidéo vraiment terrifiante sur son téléphone portable. Dans cette vidéo, on pouvait clairement voir toute l'ampleur des dégâts ainsi que la soufflante endommagée qui continuait à tourner librement, tandis que tout le moteur oscillait d'un côté à l'autre à cause des forces aérodynamiques inhabituelles qui s'exerçaient désormais sur lui. Il était impossible de savoir combien de temps ce moteur resterait réellement attaché à la cellule, ou si les débris projetés avaient endommagé une autre partie de l'avion derrière lui lors de sa désintégration. Avec la vitesse maintenant sous contrôle et le vibreur de manche silencieux, le taux de descente était tombé à un niveau plus gérable, entre 1000 et 1200 pieds par minute, alors que l'avion descendait à travers environ 33 000 pieds. À ce moment-là, ils sont entrés dans l'épaisse couche nuageuse observée lors de leur briefing avant vol. Ce qui signifiait également qu'ils allaient maintenant perdre tous les repères visuels extérieurs. Espérons qu'ils sortent des nuages vers 2000 pieds près de l'aéroport. Mais qu'en était-il de ce qui se passait derrière eux, de l'équipage de cabine et des passagers? Eh bien, cela aurait été une expérience absolument terrifiante pour eux tous.
Pendant les 15 premières minutes de cette urgence, les pilotes étaient entièrement absorbés par le contrôle de l'avion, la sécurisation du moteur et la recherche d'une nouvelle enveloppe de vol sûre à maintenir. Et cela signifiait qu'aucun d'eux n'avait eu la possibilité de faire une annonce aux passagers pour les rassurer et leur expliquer ce qui se passait. Tous les passagers assis du côté droit de l'avion, près des ailes, pouvaient clairement voir le moteur endommagé osciller d'avant en arrière à l'extérieur de leurs hublots. Et cela, combiné aux vibrations initiales absolument extrêmes, m'aurait probablement effrayé moi aussi si j'avais été à bord. La situation étant progressivement maîtrisée. Le commandant de bord Benham a demandé à la chef de cabine principale de venir dans le poste de pilotage pour lui faire un briefing lui-même et pour apporter un peu de calme à la situation. Il a été très transparent et a expliqué qu'ils avaient subi de graves dommages au moteur droit et peut-être à d'autres parties de l'avion qu'ils ne pouvaient pas voir. Il lui a également dit de commencer à préparer les passagers à un amérissage possible en mer. Il a fait cela, sachant que la procédure de préparation des passagers par l'équipage pouvait durer jusqu'à 25 minutes, ce qui correspondait au temps de vol restant qu'il avait calculé. Et il a également informé qu'ils annonceraient position de sécurité, position de sécurité, position de sécurité, environ 2 minutes avant l'amérissage. À ce moment-là, le commandant Benham ne pensait pas réellement qu'ils auraient à amérir. Mais il ne savait pas exactement comment l'avion réagirait lorsqu'il commencerait à le ralentir pour l'atterrissage et à sortir les volets. Et en plus de cela, il savait qu'il n'y avait aucun inconvénient à préparer la cabine au pire des scénarios. Encore une fois, c'est une excellente réflexion de la part du commandant de bord. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Ainsi, l'équipage de cabine serait occupé par leurs exercices, ce qui les divertirait, eux et les passagers. Cela les préparerait psychologiquement à une potentielle évacuation future si nécessaire. Dès lors, Ed, assis sur le strapontin, a pris en charge toutes les communications avec le contrôleur aérien, l'équipage de cabine et les passagers. Ainsi, les 2 pilotes pouvaient se focaliser sur l'atterrissage sûr de l'appareil. Les membres d'équipage de cabine ont été exceptionnels, s'occupant des passagers et préparant la cabine pour l'atterrissage d'urgence, tandis qu'Ed les informait de la situation toutes les 10 minutes environ. Le contrôle aérien a aussi excellé en ne surchargeant pas les pilotes de questions et en leur donnant seulement les infos et autorisations demandées. Et en gardant le reste du trafic à distance, remarquez maintenant comment tous les membres impliqués dans cette situation ont travaillé comme un seul grand organisme, en utilisant les forces de chacun, en se tenant mutuellement informés sans surcharger personne de questions ou d'informations non essentielles. Pour tous les futurs pilotes, ou en réalité pour n'importe qui, c'est un comportement qui mérite vraiment d'être retenu. Je tiens également à souligner ici que ce scénario aurait été très différent de tout scénario d'entraînement que cet équipage avait déjà rencontré dans le simulateur. Les simulateurs ne peuvent pas reproduire le niveau de vibration qu'ils vivaient. De plus, cette panne moteur s'est comportée très différemment par rapport aux simulations habituelles. Les changements aérodynamiques causés par le moteur endommagé ont aussi affecté le pilotage de l'avion. Et plusieurs systèmes, y compris les EEC, les boucles de détection d'incendie et tous les automatismes, avaient été détruits par l'explosion. Mais même si la situation était très différente, les centaines d'heures passées ensemble sur simulateur par ces pilotes, ainsi que les milliers d'heures d'expérience de vol réel qu'ils partageaient, avaient permis de développer ce que l'on appelle la résilience. La résilience, c'est la capacité à utiliser toutes ses connaissances et son expérience passée pour faire face à des situations totalement nouvelles. D'autres excellents exemples de résilience sont le miracle de l'Hudson et le vol Qantas 32 que j'ai déjà abordé sur cette chaîne. Et d'ailleurs, c'est exactement le genre de sujet que j'adore aborder avec mes Patreons lors de nos rencontres mensuelles sur Zoom. N'hésitez pas à nous rejoindre vous aussi si vous souhaitez me soutenir, ainsi que mon équipe, et participer au travail que nous accomplissons. Le copilote Phil a contacté la compagnie aérienne via le satellite communication pour informer l'officier des opérations de la situation. Ainsi, la compagnie aérienne pouvait commencer à préparer son centre de crise. Pendant ce temps, le commandant Benham continuait à compter mentalement. Il espérait poursuivre la descente à environ 1000 à 1200 pieds par minute. Avec la distance et la vitesse qu'ils avaient maintenant, ils devraient pouvoir atteindre l'aéroport. En obtenant une trajectoire directe vers l'axe final, ils avaient économisé environ 7 minutes de temps de vol, ce qui pourrait devenir crucial s'ils ne pouvaient pas réduire le taux de descente jusqu'à la fin. À ce stade, il s'agissait donc de continuer à piloter et aussi de commencer à préparer l'avion pour l'atterrissage.
De plus en plus de checklists anormales commençaient également à apparaître sur leur système d'alerte de trafic et d'évitement de collision que l'équipage devait prendre en compte. Ayant volé avec la poussée maximale sur le moteur gauche restant, il avait consommé beaucoup plus de carburant que prévu, ce qui signifiait également qu'ils entamaient leur carburant de déroutement. De plus, cela a provoqué un déséquilibre de carburant entre les réservoirs principaux gauche et droit, le moteur gauche n'utilisant que le carburant du côté gauche. Tout cela était géré par les copilotes Paul et Ed, tandis que le commandant de bord Benham était entièrement concentré sur le maintien en vol de cet avion en difficulté. Les deux copilotes ont commencé à transférer du carburant du réservoir droit vers le moteur gauche alors qu'ils passaient environ 10 000 pieds en descente. À ce moment-là, Ed a aussi attaché les harnais d'épaule sur la ceinture de sécurité du commandant Benham. Comme il n'était pas en mesure de le faire lui-même en raison de la difficulté extrême de la gestion de l'appareil qu'il rencontrait. Ensuite, il était temps de commencer le briefing d'approche. Ed a pris la météo pour Honolulu qui était couverte mais avec une bonne visibilité et des vents favorables à l'atterrissage. L'approche d'Honolulu les a transférés sur la fréquence de la tour de contrôle. Et lorsque le copilote Paul les a appelés, on leur a indiqué qu'ils pouvaient s'attendre à des vecteurs radars pour une approche système d'atterrissage aux instruments sur la piste 04 droite, mais cela ne convenait pas. Le commandant de bord Benham et Ed, assis sur le strapontin, connaissaient tous deux l'aéroport et savaient que la piste 04 droite était assez courte et ne serait pas assez longue pour l'approche à grande vitesse et à sens unique qui les attendait. La piste 08 gauche était suffisamment longue, mais malheureusement fermée pour des travaux ce jour-là. Paul a donc demandé des vecteurs vers la piste 08 droite. Une piste suffisamment longue, mais malheureusement sans approche système d'atterrissage aux instruments. Sur cette piste, seule une approche navigation de surface basée sur la performance basée sur le Global Positioning System, donc non précise, était disponible. L'équipage allait donc bientôt devoir effectuer une approche non précise, sur un seul moteur, en conditions Instrument Flight Rules et en pilotage manuel, accompagné de certaines des vibrations les plus fortes qu'ils aient jamais connues. Un véritable défi. Mais le commandant de bord Benham ne s'en préoccupait pas encore vraiment. Il était davantage concentré sur le fait d'atteindre la piste avant tout. Il a demandé à Paul de dire aux contrôleurs aériens de leur donner des vecteurs au plus près de la terre ferme, puisque les vagues pourraient être plus petites du côté sous le vent de l'île, et donc offrir de meilleures chances de survie au cas où ils devraient amérir. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas pleinement, je pense. Vous voyez, amérir avec un avion de ligne de cette taille serait une manœuvre extrêmement difficile à réussir. Amérir est toujours difficile, mais avec une étendue d'eau calme, comme lors du miracle de l'Hudson par le commandant Sully, c'est plus faisable. Essayer de le faire dans les vagues énormes de l'océan Pacifique, c'est une toute autre histoire. Et le commandant Benham le savait, donc essayer de survoler des eaux plus calmes était vraiment une décision très intelligente. Maintenant, le contrôleur aérien a d'abord essayé de dire aux pilotes de stabiliser l'avion à différentes altitudes, mais cela a été refusé par l'équipage. Il nécessitait constamment la pleine poussée du moteur gauche pour garder la vitesse en descente. Et il ne voulait pas se retrouver à nouveau dans une situation d'approche du décrochage en stabilisant l'avion sans raison valable. Le contrôleur aérien, ayant compris la situation, leur a laissé la liberté d'intercepter l'approche de navigation à leur discrétion. Et ici encore, l'équipage a fait preuve d'un travail d'équipe remarquable. Pendant que le commandant de bord se concentrait sur le contrôle de l'avion massif qui tremblait, les deux copilotes ont entamé ensemble la préparation et le briefing pour l'approche. Et les trois pilotes ont décidé qu'Ed, depuis le strapontin, agirait comme une sorte de radar d'approche de précision en se basant sur ce qu'ils voyaient sur l'écran de navigation. Cela signifiait qu'il guiderait le commandant Benham, lui indiquant les virages et la descente, par exemple, virer à droite cap 075 maintenant, continuer tout droit, augmenter la descente, etc. Il a fait tout cela pour minimiser la charge de travail et essayer de stabiliser l'approche autant que possible. Ce n'est enseigné nulle part, mais c'est une excellente adaptation à la situation et une bonne utilisation des ressources. Et encore une raison pour laquelle il est mauvais de vouloir réduire le nombre de pilotes dans le poste de pilotage. Alors qu'ils interceptaient l'approche, ils ont volontairement gardé l'avion un peu haut et rapide afin de s'assurer d'avoir suffisamment d'énergie pour atteindre la piste, même si un autre problème survenait. Rappelez-vous, ils n'étaient toujours pas certains de la façon dont l'avion réagirait lorsqu'il commencerait à sortir les volets et le train d'atterrissage, ou même si cela serait possible, compte tenu des dommages subis.
Lorsque le copilote Paul a commencé à faire le briefing de la procédure de remise de gaz, le commandant de bord Benham l'a interrompu doucement. « Paul, il n'y aura pas de remise de gaz. Nous utilisons la poussée maximale du moteur gauche uniquement pour maintenir la vitesse en descente. Si nous sortons les volets et le train d'atterrissage, nous n'aurons qu'une seule chance de poser cet avion. » Si vous pensez qu'il exagérait, ce n'était pas le cas ici. Il avait auparavant envoyé Ed vérifier l'arrière de l'avion, car il avait l'impression que l'appareil ne se comportait pas normalement, même avec le moteur droit endommagé. Lorsque Ed est revenu de cette deuxième vérification, il a dit que l'arrière de l'avion oscillait de gauche à droite de façon si violente qu'il avait du mal à se concentrer pour voir les visages paniqués des passagers à l'arrière. L'équipage a donc pensé qu'il pouvait y avoir d'autres dégâts à la queue non visibles. Et il était très difficile de dire combien de temps cet avion allait rester intact. Il devait atterrir dès que possible. Ils avaient maintenant choisi de tenter un atterrissage avec 20 degrés de volet, à une vitesse finale de 145 nœuds, à condition qu'ils puissent décélérer autant tout en gardant l'avion en vol. Alors qu'ils descendaient sur la trajectoire d'approche prolongée, ils ralentirent doucement. Cela impliquait aussi que le commandant de bord devait utiliser davantage la gouverne de direction, car son efficacité aérodynamique diminue avec la réduction de vitesse. Ils ont sorti un cran de volet, puis deux, et l'avion se comportait heureusement toujours correctement. À 12h34 d'Honolulu, le gigantesque 777 a enfin percé les nuages et les pilotes ont pu voir la piste droit devant eux. Le copilote Paul a informé la tour et ils ont aussitôt reçu l'autorisation d'atterrir. Les secours étaient prêts à les accueillir. 20 secondes plus tard, ils ont sorti le train d'atterrissage et ont rapidement reçu 3 voyants verts indiquant qu'il était complètement sorti et verrouillé. Ce fut un immense soulagement pour tout le monde car l'avion maintenait encore une vitesse raisonnable, même avec cette traînée supplémentaire. Après avoir passé les 500 pieds, le copilote Paul a annoncé « brass, brass, brass » sur le PA pour que tous les passagers et l'équipage soient en position de sécurité pour l'atterrissage. Peu après, les volets 20 ont été sélectionnés, indiquant qu'il n'était plus qu'à quelques secondes de l'atterrissage. Le géant 777 a finalement survolé le seuil de piste et a été immédiatement suivi par les véhicules de secours qui les attendaient. Le commandant de bord Benham était maintenant dans un état quasi hypnotique et tout ce à quoi il pouvait penser, c'était de poser l'avion en douceur pour éviter d'aggraver les dégâts. Et pour commencer à freiner, il devait réussir cette manœuvre. À 12h, 37 minutes et 15 secondes, le train d'atterrissage principal a touché la piste si doucement que certains passagers à bord ne s'en sont même pas rendus compte. Le commandant de bord Benham a immédiatement commencé à freiner en douceur et il a déclaré plus tard que c'était l'un des meilleurs atterrissages de toute sa carrière. L'avion a ralenti à la vitesse de roulage, quittant la piste pour se diriger vers la piste Romeo Golf où il s'est arrêté. Le copilote Paul a regardé le commandant de bord Benham et lui a dit « Vous pouvez lâcher maintenant, commandant ». Parce qu'il a vu que son commandant de bord serrait toujours le manche à balai et les manettes de poussée aussi fort qu'il l'avait fait pendant les 40 dernières minutes. Il était maintenant temps de passer à l'étape suivante, car une urgence ne se termine pas simplement parce que l'avion a atterri. L'équipage a contacté les secours qui évaluaient l'avion depuis l'extérieur. Et on leur a rapidement indiqué qu'à part une petite fuite hydraulique, rien d'autre ne nécessitait une évacuation immédiate. L'équipage a informé le contrôleur aérien de la situation et a obtenu l'autorisation de rouler jusqu'à la porte par leurs propres moyens. Une fois arrivés à destination, les passagers et l'équipage, encore sous le choc, ont éclaté de joie quand le moteur a été coupé. Et cette pensée me tire réellement quelques larmes quand j'y repense. Finalement, les passagers ont débarqué normalement et ont été accueillis par l'équipe d'urgence de United Airlines à la porte d'embarquement. Les pilotes étaient ressortis du cockpit à ce moment-là pour dire au revoir à chacun des passagers. Certains pleuraient, d'autres essayaient de faire bonne figure, mais vers la fin, une petite fille blonde s'est approchée du commandant de bord et lui a dit avec un sourire « C'était trop génial, le meilleur tour de montagne russe de ma vie », avant de sortir avec sa mère, apparemment moins impressionnée. La vie est une question de perspective. Dès qu'ils ont atterri, les téléphones des pilotes se sont tous mis à sonner avec des appels de la compagnie. Mais ils savaient très bien quelle procédure ils devaient suivre lorsqu'une situation comme celle-ci se produisait. Tout d'abord, ils devaient toujours appeler la ligne directe de leur syndicat pour obtenir les conseils juridiques appropriés. Il est vraiment important de ne pas dire de mauvaises choses dans ces situations.
Aussi triste que cela paraisse, nous devrions tous agir ainsi. L'enregistreur de voix et de données de vol du poste de pilotage, cruciaux pour l'enquête à venir, était également protégé. Et après avoir tout coupé correctement et rempli les entrées appropriées dans le carnet technique, l'équipage a quitté l'avion. À l'extérieur, les pilotes ont accompagné les ingénieurs et les mécaniciens pour constater les dégâts et prendre quelques photos, dont certaines visibles ici. Les 2 pilotes ont été temporairement suspendus de vol, avec maintien de salaire, procédure standard, mais ont rapidement repris les airs avec les meilleurs commentaires de la compagnie aérienne. L'enquête a montré que la défaillance catastrophique du moteur avait été causée par la fissure de fatigue dont j'ai parlé précédemment. Et elle a mis en lumière, de façon très sévère, la procédure d'inspection TAI, où les inspecteurs avaient vu mais n'avaient pas signalé cette fissure plusieurs années auparavant. Cela a conduit à plusieurs améliorations de cette procédure, ainsi qu'à un intervalle d'inspection accru des aubes de soufflante de ces moteurs particuliers et à l'ajout d'une structure de confinement du moteur plus solide. Malheureusement, cela n'a pas empêché un accident très similaire de se produire plus tard, impliquant également un Boeing 777 de United, ce qui a encore accru cette surveillance. Et dans un retournement de situation très amusant, les passagers à bord de ce 2e avion ont, après l'incident, été transférés sur un nouvel avion pour terminer le voyage. Et cet avion était exactement le même avion dont je vous ai parlé dans cette histoire, qui avait été remis en service après les réparations. Le monde est vraiment petit. Les actions de ces pilotes ont été utilisées comme exemple positif de CRM pour la formation, aussi bien par United que par d'autres compagnies aériennes après cet événement, et le commandant de bord Christophe Benham et le copilote Paul Ayer ont reçu le 18 juillet 2019 le prix de l'excellence en pilotage décerné par l'Association des pilotes de ligne pour leurs compétences et leur travail d'équipe lors de cet accident. Il y a aussi une autre raison pour laquelle j'ai choisi de faire cette vidéo en ce moment dans ma maison de vacances en Suède pendant les vacances. Le 8 août 2024, le commandant de bord Christophe Benham a effectué son dernier vol commercial avant sa retraite. Il a volé avec sa famille jusqu'à Londres, là où son rêve de devenir pilote de ligne avait commencé à l'origine. Et au nom de toute mon équipe, j'aimerais adresser nos plus sincères félicitations à Christophe pour une carrière bien remplie, ainsi que nos meilleurs vœux pour sa retraite. Rares sont les pilotes confrontés à l'épreuve ultime de leurs compétences et connaissances, et vous pouvez être fiers de la façon dont vous et votre équipe avez géré la situation ce jour-là. Le commandant de bord Benham a aussi écrit un excellent livre sur cette expérience et sa vie. Je mettrai un lien vers celui-ci dans la description ci-dessous, où vous pourrez également trouver des liens vers ma boutique et mon équipe Patreon. Passez une journée absolument fantastique où que vous soyez, et je vous dis à la prochaine, ou peut-être lors de ma prochaine rencontre Patreon. Au revoir.